Un an s'est écoulé depuis le lancement du projet de dirigeable de nouvelle génération. Pendant ce temps, le projet est passé de l'idée au premier vol et au lancement de la production. Plus de 7000 personnes de différents pays l'ont déjà soutenu, et les fonds collectés ont permis de créer une base d'ingénierie opérationnelle, de lancer la production et d'entrer sur le marché réel. Le premier à s'élever fut le dirigeable Nova 01, un laboratoire volant compact de 130 m3. Il constitue une réplique exacte du futur modèle Nova 2 de 2000 m3 et sert à tester l'aérodynamique, les systèmes de contrôle et les logiciels embarqués. Le schéma de contrôle a passé des essais sur le terrain et prend déjà en charge 3 modes, manuel, à distance et en mode cloud. Le contrôle est possible avec une télécommande classique, depuis un bureau, et même à partir d'une tablette. Parallèlement, l'assemblage d'un aéronef d'un volume de 190 m3 a commencé. Il est construit sur la base de l'expérience acquise avec le Nova 01, mais avec une aérodynamique améliorée, 4 hélices de propulsion et une nouvelle empennage. Les premières offres commerciales pour cet appareil ont déjà été établies, notamment pour des missions de publicité, de surveillance et de communication. Le dirigeable Nova 2, d'un volume de 2000 m3, est en production active. Les plans de la nacelle sont terminés et sa maquette est en cours de réalisation. Tous les principaux composants, de la transmission rotative à l'empennage, sont entièrement conçus en interne par l'équipe d'ingénieurs. Parallèlement, un groupe motopropulseur à turbine à gaz de 300 kW est actuellement en cours de développement. L'unité est économique, silencieuse et capable de fonctionner avec différents types de carburants, du gaz au diesel en passant par le charbon liquide. Conçu comme source d'énergie universelle pour plateforme aérienne, il est déjà en phase de production de certains composants. Le lancement de la production des coques est en préparation. Matériaux achetés, équipements payés en avance, local déterminé. La première enveloppe devrait être soudée dès cet automne. Le lancement de cette production permettra de mettre en place en un temps record la fabrication en série de dirigeables de petit volume et d'atteindre les premiers bénéfices, peut-être même dès cette année. Parallèlement, les modèles suivants sont en cours de conception, des appareils d'un volume de 8000 et 35 000 m3. La modélisation des structures est en cours, y compris celle d'une coque rigide en composants de carbone. Des schémas hybrides de levage sont également développés, permettant de réduire la dépendance au ballast et d'augmenter la charge utile. À l'automne, le projet sera présenté au Salon international de l'aéronautique Dubai Air Show 2025, aux côtés des stands des plus grandes entreprises mondiales. Tout ce qui avait été annoncé au début du parcours est devenu réalité en un an, et ce n'est que le début. Tout cela est possible grâce à nos investisseurs qui, en nous soutenant, sont devenus des copropriétaires à part entière d'une part de l'entreprise en création dont les produits et technologies suscitent déjà une forte demande sur le marché. Bonjour à tous, les amis. Nous avons un nouveau webinaire que nous organisons 2 fois par semaine avec Fiodor. Nous sommes de retour en direct. Une fois toutes les 2 semaines, bonjour à tous. Oui, et aujourd'hui, nous allons une fois de plus partager avec vous les actualités et les événements récents qui nous concernent directement et nous parlerons à nouveau des dirigeables. Voilà notre programme complet. Oui, ceux qui nous suivent depuis le tout début ont vu la vidéo. Aujourd'hui, c'est justement le jour où, il y a exactement un an, nous étions sur scène au Centre financier international de Moscou, au bord de la rivière Moskova, et nous annoncions le lancement officiel du projet, le pré-lancement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, remontez au tout début et regardez la vidéo. C'est un condensé très factuel de tout ce qui s'est passé en cette année. En réalité, Aeronova n'a pas un an. Aeronova s'est constitué, on a fait le calcul pour nous-mêmes, quelque part en octobre, en fait, quand on a emménagé dans le bureau et qu'on a vraiment commencé à travailler. Mais le projet lui-même, oui, ça fait déjà un an qu'il a commencé, et je vous félicite tous, bien sûr. On peut faire un petit bilan de ce que nous avons accompli cette année et aussi, globalement, de ces 2 dernières semaines. Le bilan est présenté dans la vidéo. Ce que nous avons fait en 2 semaines, je pense qu'on va en discuter. Les plans aussi. Eh bien, commençons par ça, alors. Vas-y. Alors, passons à la nouvelle la plus intéressante et la plus alléchante, qui semble désormais définitivement et absolument confirmée. Hier, vous êtes allés à l'aérodrome, vous avez vu le tout nouveau, tu vas nous raconter. Bref, les amis, ceux qui nous suivent depuis très longtemps et avec assiduité, vous savez. Vous le savez, ceux qui nous suivent depuis peu, nous cherchions un aérodrome à acquérir et il semble bien que nous l'ayons trouvé. Aujourd'hui, nous avons reçu les derniers documents. D'après ces documents, tout est en ordre. Nous avons absolument besoin d'un aérodrome. En tant qu'entreprise qui fabrique et exploite des moyens de transport aérien, nous devons impérativement avoir un endroit pour faire voler, tester et ainsi de suite.
Beaucoup de personnes savent que nous avons volé à Novinky et maintenant nous volons à Voskresensk. Bien sûr, nous partageons le ciel avec ceux qui volent également sur cet aérodrome. Nous payons un loyer pour les hangars et d'autres frais associés. C'était vraiment super, une très bonne solution temporaire, les vols étaient absolument géniaux, mais maintenant il va falloir voler de plus en plus souvent, c'est la première chose importante à considérer. Et deuxièmement, nous n'avons pas trouvé, pour la location, un grand espace aussi facilement et librement disponible, comme par un claquement de doigts, pour le prochain dirigeable Nova 2. Et il est nécessaire de construire un bâtiment à la fois temporaire et permanent. La décision n'est pas encore prise, et bien sûr, il serait préférable de le construire sur notre propre terrain, sur le terrain du projet, afin de capitaliser et que le projet ait quelque chose de matériel, de tangible, qui lui appartienne, c'est logique. C'est pour cela que nous avons cherché des aérodromes et nous en avons trouvé un. Même si ce n'était qu'une tâche facile, qu'il y ait pas mal d'aérodromes. Tu as toi-même montré la carte. Oui, vous pouvez taper dans Google ou Yandex, carte des aérodromes de Russie, et le premier lien vous donnera une carte des aérodromes actifs. On peut cliquer sur ces aérodromes, voir la description des pistes d'atterrissage et de décollage, bien sûr leurs coordonnées, la fréquence radio, qui est le chef de vol, qui est l'administrateur sur place. C'est une information publique, bien sûr pour les aérodromes civils. Voilà, et l'un de ces aérodromes, qui est indiqué sur cette carte, sera bientôt le nôtre à tous, évidemment. Tout cela doit se concrétiser pleinement au mois d'août. En ce moment précis, nous en sommes à une étape particulièrement intéressante. Nous commençons activement à collaborer avec l'administration locale de ce district, là où il se trouve, ainsi qu'avec les différentes structures et entités avec lesquelles il est absolument nécessaire de travailler étroitement. En gros, on met tout ça en place. On dirait bien qu'on peut aussi vraiment féliciter pour cette belle trouvaille. On peut féliciter pour la trouvaille, mais on se félicitera pour l'acquisition quand on l'aura vraiment acheté, quand on aura signé le contrat et effectué le premier paiement. Le paiement se fera en plusieurs fois, alléluia, on a réussi à s'arranger, parce qu'il n'est pas possible de verser la totalité de la somme d'un coup. Là, la fameuse phrase de Medvedev sur le thème « Mais tenez bon » tomberait à pic, oui, mais en gros, tout se passe à merveille. On est justement en train de lancer la production des coques, et avec cette production, on va fabriquer la coque. L'assemblage de la Nova 2 se fera déjà sur notre propre aérodrome. C'est génial, je trouve, et en gros, c'est seulement aujourd'hui que cette information est devenue vraiment concrète, et aujourd'hui, le projet fête son anniversaire. C'est plutôt symbolique, non? Oui. Et si tu t'en souviens, peut-être pourrais-tu partager quelques caractéristiques, par exemple la superficie de l'aérodrome, combien d'hectares il fait, quels sont les équipements déjà construits, ce qu'il nous reste encore à faire, si on peut partager ce genre d'informations pour l'instant. Oui, il y a un petit hangar spacieux où la Nova 01 et l'aéronef peuvent tenir confortablement, même les deux à la fois, sans problème. Bon, c'est très clair, il y a une piste d'atterrissage là-bas, une en béton, une autre en terre, et puis il y a des bâtiments utilitaires, une petite maison, un garage qui ressemble à un abri de fortune. Oui, pour le tracteur. Il y a un tracteur, car il faut tondre tout le terrain et le maintenir en bon état. L'aérodrome fait un peu plus d'1 kilomètre. En largeur, c'est un peu moins d'1 kilomètre. En général, les aérodromes sont tous des bandes allongées, des pistes, enfin une bande quelque part dans la forêt. Bon, on peut décoller et atterrir dessus comme en avion, pas de problème, mais nous, on n'a pas besoin de faire comme les avions, nous, on va avoir des cercles. Des cercles de décollage, où les dirigeables vont tourner autour de Madamaraj, donc il ne nous faut pas piste, mais un champ, idéalement carré. Voilà, c'est environ pour cette forme-là qu'on cherchait, et on a trouvé cet aérodrome. Il fait un peu plus d'1 kilomètre de long, un peu moins d'1 kilomètre de large. Ça fait un rectangle. Il est ovale, pas d'arbres, rien,
Le terrain est plat, tout est parfait. Dans un endroit pittoresque. Vous y serez tous, je pense qu'on aura des occasions d'observer leur vol, de fêter le décollage de chaque nouvelle machine. On y organisera des événements, des conférences. Qu'est-ce qu'on y fera? Des rencontres. Des anniversaires. Si je comprends bien, il y a pas mal de place là-bas, donc en plus du hangar déjà présent dans lequel on pourra mettre la Nova 01 et l'aéroplane, il sera possible d'en construire un autre à côté, non? Il le faut. Il faut commencer dès le mois d'août. La transaction va se faire et il vaudrait mieux commencer en août parce que même si c'est une structure provisoire, que j'appelle une pneumohale, il faut quand même préparer la base, couler la dalle, amener l'électricité, tout ça pour la pneumohale. En gros, il y a beaucoup d'activités de gestion différentes et tout ça doit être synchronisé avec la structure de production, aussi bien en termes de temps que d'argent et avec tout le reste. Là-bas, la liste des priorités pour le paiement est bien fournie, générateur, moteur. Les moteurs ont été payés à moitié, maintenant il va y avoir la livraison, il faut payer la seconde moitié. Une partie des machines a été payée en avance. Bref, il y a beaucoup à faire et il faut tout commencer dès maintenant, ce mois-ci. Et si tout se passe bien, tout devrait s'enchaîner comme il faut. Quand la structure sera prête, il faudra que l'endroit soit prêt pour qu'on puisse faire un état des lieux, validé en interne avec notre contrôle qualité. Et commencer l'assemblage du dirigeable directement sur place. D'ailleurs, les amis, compte tenu des nouvelles opportunités et des dépenses accrues auxquelles la société Aeronova fait face en ce moment, la société Solar Group a justement lancé, à partir du 4 août, une série de promotions spéciales pour stimuler un afflux supplémentaire d'investissements importants. Je vous recommande à tous d'aller dans votre espace personnel, dans la section des promotions spéciales, où elles sont décrites en détail. Je vais juste les passer rapidement en revue. La première promotion concerne tous les investisseurs des deux projets. Elle consiste à offrir une remise de 10% pour chaque tranche de $100 investis dans l'un ou l'autre des projets. Et lieutenant, break time égale 0,5 S IGT. Il est important que le montant du paiement soit de $100 ou plus, et pour chaque tranche de $100, vous bénéficiez d'une remise de 10%. La deuxième promotion s'adresse à tous les partenaires, c'est la Grande Course. Elle se déroule du 4 août au 4 novembre, c'est-à-dire qu'elle va durer 3 mois entiers. Ici, l'entreprise attribuera des prix en argent si vous augmentez votre statut de partenaire ou si le statut de partenaire augmente chez les membres de votre première ligne. Et lieutenant, break time égale 0,5 S IGT. Vous pouvez en savoir plus sur toutes les offres dans votre espace personnel, section promotion. Je vous invite à y aller, à participer absolument et stimulons ensemble, disons-le, l'afflux de nouvelles personnes et d'investissements dont nous avons un besoin vital. Bon, j'espère sincèrement que j'ai absolument tout dit ici concernant ce sujet. Concernant la course des partenaires, nous lançons la course des partenaires l'aérodrome. Oui, nous allons aussi en parler, mais abordons donc ce sujet tout de suite. Demain, pour la première fois, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, des nouveautés de petits groupes sont déjà venus, mais c'était plutôt spontané, improvisé, etc. Demain, le premier groupe d'investisseurs organisés et de personnes engagées viendra chez nous à Voskresensk. Nous organiserons des vols publics, nous présenterons la technologie en direct. C'est un spectacle vraiment intéressant. Évidemment, on a envie de partager ça avec tout le monde, surtout quand le dirigeable vole. Nous allons amener les gens en plusieurs groupes. On commence dès vendredi. Tous ceux qui le souhaitent, je pense. Je ne connais pas encore le planning, quand cela aura lieu. Ce sera chaque vendredi. Mais encore une fois, tout dépendra beaucoup de la météo. Oui, bien sûr. Ce sera chaque vendredi. Cherchez les informations. J'espère qu'elles apparaîtront dans les groupes et les chats communs. Comment s'inscrire, venir et voir. Sachez que tout commence demain. Nous ferons absolument un reportage, des prises de vue. Tous les participants qui seront là-bas partageront forcément leurs impressions, leurs premières émotions. Si quelqu'un parmi vous assiste au webinaire et part demain, écrivez en commentaire « J'y vais »,
Comme ça, on saura au moins qui sont les chanceux qui verront tout ça en premier demain. Ou alors écrivez « Je veux » pour qu'on comprenne à quelle fréquence organiser ce genre d'événement. Oui, parlons encore un peu de ce qu'il s'est passé d'intéressant et de notable ces 2 dernières semaines. Pendant une semaine entière, 5 jours consécutifs, tous nos ingénieurs ont suivi une formation approfondie sur le programme T-Flex. Peux-tu nous en dire plus sur ce programme spécifique? Pourquoi il est si important d'avoir une connaissance aussi approfondie et détaillée? Et pourquoi maintenant, précisément? Les premiers dirigeables qui sont en cours de développement ici en ce moment sont, en gros, comme des laboratoires volants, des prototypes expérimentaux, des maquettes, etc., destinés à tester rapidement différentes solutions. Ceci est mieux, ceci est moins bien, c'est quelque chose de nouveau, ça a marché ou pas. C'est donc un processus évolutif très rapide. On pouvait tout à fait le faire, et on l'a organisé de façon plutôt partielle, je dirais en mode véritablement Itaos. Certains travaillent sur Solid, d'autres sur Compass, d'autres encore sur NX, Katia, il y a vraiment de tout, bref. Toutes sortes de blenders. Et dans 3D Max, en fait, un peu partout. Mais pour créer des équipements de série et ensuite les certifier de manière officielle, il est tout à fait évident qu'on ne peut absolument pas tout faire n'importe comment, de façon improvisée, à l'arrache et ainsi de suite, sans aucune rigueur ni méthode. Et c'est ce qui se pratique actuellement chez nous, parce que tout le monde comprend qu'avec les logiciels étrangers et le fait que les entreprises étrangères sont parties, il y a des solutions russes, un peu de ci, un peu de ça, bien sûr. En gros, ces entreprises travaillaient depuis très longtemps et les processus étaient, disons, évolutifs du coulement en passant par les premiers AutoCAD, puis, disons, certains centres Siemens, et maintenant il y a une reconstruction vers de nouveaux outils. Alors que nous, étant tout au début, nous pouvons justement lancer le processus de création d'appareils de série dans un environnement numérique unifié. Le faire correctement. Oui, et en fait il existe toutes sortes de GOST, des normes très spécifiques qui réglementent minutieusement la création et la fabrication de matériel aéronautique, spatial et même de l'équipement pour l'industrie navale. Civil, militaire, etc. Et tu peux suivre tous ces GOST, même en créant sur papier, il y a des procédures et des séquences bien définies. En gros, dès la conception même du projet, la R&D, recherche et développement expérimental, doit démarrer correctement. Autrement dit, un ordre officiel doit être émis. J'ordonne, par exemple, de soumettre des propositions, de rédiger le cahier des charges, de lancer l'AR et AMPD, bref, tout cela doit être mené étape par étape. Naturellement, tout cela doit aussi être correctement formalisé. Et justement, T-Flex a intégré tous ces processus dans son logiciel en partant de ces fameuses normes GOST pour la création de projets de R et AMPD, de développement expérimental et jusqu'au passage à la production en série. Jusqu'à ce système KO, où tu fais simplement de la modélisation solide ou la création de dessins 2D même si le 2D n'est plus vraiment nécessaire, car il convertit automatiquement le modèle solide selon le SKD. Ensuite viennent les calculs, puis les fiches technologiques, puis le post-traitement des programmes pour les machines CNC. Et tout cela, on le fait en même temps avec le CRM, où se trouve toute la structure organisationnelle de l'entreprise, toutes les tâches, les plannings. Un contrôle responsable. Bien sûr, il y a les accès, le stockage de toute l'architecture du produit, c'est-à-dire que tout le cycle de l'entreprise est intégré au maximum dans un seul logiciel, et ce logiciel n'est pas seulement pratique, il est conçu selon les normes conditionnelles GOST, ESKD et autres. En gros, c'est comme une sorte de checklist. Si tu travailles avec ce logiciel, tu fais globalement tout correctement à 99%. Donc, c'est aussi une sorte de CRM en quelque sorte. Oui, c'est aussi une CRM. C'est comme une aide-mémoire. Au lieu que tout le monde, enfin, beaucoup de choses, tout le monde les connaît, les lit, etc.
Mais quand tu travailles dans un environnement commun, c'est plus simple. Il y a une formation en cours. La formation est divisée en plusieurs étapes. En ce moment, la première étape, c'est évidemment les systèmes CAD, CAM, CAL. C'est à propos de la modélisation. Oui, sur la modélisation, les calculs, la création de l'architecture du produit, des assemblages, leur version, etc. Pendant plusieurs mois, nos ingénieurs ont étudié attentivement T-Flex par eux-mêmes. En fait, nous avons mis en place, disons, un archiviste du modèle électronique. C'est la personne à qui arrivent tous les plans issus de différents logiciels. Lui, il travaillait déjà précisément sur T-Flex et créait l'assemblage principal dans T-Flex. Certains passaient déjà à la modélisation solide dans T-Flex, d'autres à certains calculs, etc. Pour le dire simplement, tout le monde a cliqué partout, s'est heurté à des difficultés, certains ont compris, d'autres non, mais chacun a déjà acquis une certaine expérience. Et maintenant, nous faisons rapidement un premier tour pour revoir tout ça, pour clarifier les points qui restent flous. Les mêmes fonctions pouvaient être réalisées, soit en trouvant les bons boutons, soit à l'ancienne, en bricolant ou en dessinant, c'est déjà derrière nous. L'introduction à l'assemblage est aussi très importante, selon les versions, et ainsi de suite. Ce cycle d'apprentissage, ils suivront une semaine de cours, puis 2 mois passés, et ils mettront en pratique ces connaissances. Et d'ici la fin de cette année, nous devons absolument parvenir à un fonctionnement complet et parfaitement intégré de tout ce système PLM, en étroite collaboration avec le CRM et le reste de nos systèmes existants. Pour l'instant, notre CRM actuel, c'est un peu quêtant, mais il est prévu que tout migre progressivement vers cette nouvelle plateforme, et c'est vraiment une nécessité impérieuse pour notre efficacité future. J'ai parlé des certifications en disant que les appareils à partir de la taille du Novo 8, disons, seront déjà certifiés de manière certaine par type. Et pour lancer, pour ainsi dire, cette R&D officiellement, nous avons l'intention de le faire précisément via T-Flex, quand il sera mis en place chez nous et que tous les processus seront numériques. C'est intéressant, ce ne sera sans doute pas le premier, mais ce sera assurément le premier projet de R et AMPD sur un dirigeable conçu dans l'espace numérique à 100%. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est une plateforme d'origine russe. Oui, il y a une université Stanka. Ce sont des anciens de Stanka qui l'ont créée. Elle existe depuis très longtemps, en même temps que AutoCAD. Mais elle a évolué à sa manière, AutoCAD à la sienne. T-Flex a une paramétrisation vraiment impressionnante. C'est une fonction super pratique, tu peux lier toutes les dimensions avec des formules et tu n'as pas besoin de tout reconstruire manuellement. Tu modifies une dimension, tu appuies sur recalculer et tout se met à jour automatiquement, c'est vraiment pratique. C'est là-dessus qu'ils faisaient la différence à l'époque, ils avaient la paramétrisation la plus puissante alors que les autres commençaient tout juste à l'implémenter. Et maintenant, ils sont complètement passés à la gestion d'entreprise. Pratique. En plus, si j'ai bien compris, cette plateforme permet aussi de sécuriser la circulation des documents entre les employés. Oui, d'organiser et aussi de sécuriser effectivement. Je pense qu'on peut passer maintenant à la question suivante. Nous avons eu pas mal de déplacements récents, je sais, pour des formations spécifiques sur l'aérodrome. Vous avez volé sur le dirigeable expérimental Nova 01. Quelles sont les nouveautés significatives, les changements majeurs, qu'est-ce qui a été testé précisément là-bas? Vous avez bien vérifié, minutieusement testé. Est-ce qu'il y a eu un amarrage effectif? Oui, il y a eu un amarrage effectif, et pour l'instant tout se faisait aussi en mode entièrement manuel. Il y a une structure spécifique et robuste pour ce verrou d'amarrage, c'est aussi un développement entièrement maison. Enfin, bien sûr, tout est entièrement notre propre développement interne. Il y avait un dilemme important, ou plutôt, comment dire, une discussion approfondie et complexe.
Il y avait certaines discussions sur la possibilité même pour un dirigeable d'atteindre un point d'amarrage bas. Parce qu'en général, un dirigeable est attrapé à la main, ou alors il y a une sorte de machine mobile, en gros, qui offre un peu plus de liberté que le dirigeable qui vise dedans. Mais au final, c'était toujours une personne qui s'occupait de tout raccorder d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a une souche bref, des mécanismes ont été imaginés, et pour l'instant, on a choisi celui qui nous semble le plus réussi, c'est simplement qu'il y a des guides spécifiques ici, la distance est grande, la souche est petite. Même si la souche arrive ici en suivant ces guides, elle arrive à la serrure et s'accroche. Le dirigeable doit comprendre de quel côté se trouve le pilote, l'autopilote, de quel côté souffle le vent et gérer le vent. Une fois posé, il doit avancer légèrement et s'accrocher précisément à cet endroit. Là-bas, on peut pratiquement se poser à la verticale, mais il faut quand même avancer un peu, soit le dirigeable, soit le mécanisme, bref, il faut organiser l'accrochage. Pour l'instant, c'est le dirigeable lui-même qu'on fait avancer et c'est assez surprenant, bien sûr. La première fois, ça n'a pas marché, mais à la deuxième tentative, évidemment, en mode manuel, on a réussi tranquillement à se poser comme ça sur cette souche. Le dirigeable s'est amarré même sans les guides. C'est-à-dire qu'il y avait au départ un petit mécanisme avec des guides d'environ 15 cm, des petites pièces comme ça. Ici, il y a tout de suite un petit verrou et, eh bien, c'est encore une fois une maquette à l'échelle de ce qui sera installé sur la Nova 2. Et ici, il devrait aussi y avoir des antennes d'environ cette taille, avec une envergure à peu près comme ça, pour imiter ce qui sera sur la Nova 2. Donc, sans ces antennes, juste avec ce petit mécanisme, la première fois, il avance, et puis, hop. On a inversé les hélices, reculé, la gouverne de queue a légèrement tourné, hélice en avant, et voilà, on s'est accroché. En mode automatique, je pense qu'il fera tout ça plus précisément. Là, on en est arrivé à ce mode automatique. Il y a plein de choses intéressantes qui apparaissent, aussi bien dans le logiciel qu'à la frontière entre le logiciel et le matériel, et avec le matériel lui-même. Tout récemment, un autre artefact important est encore apparu. Nous avons un interrupteur principal de la ligne d'alimentation électrique qui alimente justement les moteurs de propulsion, l'empennage et le dispositif de gouverne arrière du véhicule. Là-bas, les batteries sont séparées. L'une, du coup, alimente tout cela et l'autre alimente l'ordinateur et le système VGS qui gère le ventilateur et d'autres éléments de soufflage. Et donc, lorsque le relais interrupteur coupe l'alimentation principale, puis la rétablit. Au moment de la remise sous tension, ces circuits ne sont absolument pas connectés entre eux. C'est-à-dire que celle-ci, pour l'ordinateur, qui est secondaire, 48 volts, et celle qui est puissante, 24 volts, c'est en gros la batterie de bord, elles ne sont absolument pas reliées entre elles. Mais quand l'interrupteur sur les 48 volts s'active, le contrôleur de vol cesse d'interagir avec l'ordinateur. Un artefact vraiment intéressant. Bien sûr, il doit probablement y avoir des émissions ou quelque chose de spécifique à isoler, à protéger et ainsi de suite pour des raisons de sécurité et de confidentialité. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais hier, il semble qu'on ait trouvé, qu'on ait compris, et il y a plein de petits détails comme ça qui ressortent. C'est justement pour cela que le Nova 01 a été créé, pour détecter des artefacts. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous appuierons sur le bouton et qu'il s'amarrera, une fois qu'on aura réglé tous ces petits détails et qu'on arrêtera de s'inquiéter, ça va probablement arriver d'un moment à l'autre. Parce que tout fonctionne déjà, mais lors des vérifications, de petits détails apparaissent. On les corrige, on les élimine. La semaine prochaine, je m'attends à ce que nous appuyions sur le bouton et qu'il se. Il déterminera le point de grâce aux caméras vidéo. Nous allons simplement rester là comme ça et il s'accrochera tout seul. Ce sera une victoire d'une certaine manière. Oui, ce sera. En quelque sorte la fin du tout premier cycle d'essai. Oui, ensuite, il y aura le deuxième cycle,
qui est bien plus important et beaucoup plus intéressant, mais nous en parlerons un peu plus tard, bien sûr. D'ailleurs, j'ai bien aimé la solution selon laquelle le nœud d'amarrage ne se trouve pas dans la proue du dirigeable lui-même, mais sur la nacelle, ce qui réduit son rayon de giration, c'est-à-dire qu'on économise ainsi de la place. Oui, heureusement qu'en Russie, il y a beaucoup de place. Cette solution semblait s'imposer d'elle-même, oui. Et puis, quand le dirigeable est maintenu par la proue et qu'il pivote, si c'est un petit dirigeable rigide, tu peux sortir directement par l'avant du corps. Mais s'il s'agit d'un modèle plus petit, où la nacelle est séparée, alors cette nacelle qui tourne, devoir courir derrière pour la charger ou la décharger, c'est plus compliqué. Évidemment, c'est plus simple quand il est attaché par la nacelle, quand la nacelle reste en place. Oui, elle peut pivoter, etc., mais au moment du chargement ou du déchargement, on peut fixer le dirigeable. Et puis, le vent ne souffle pas dans tous les sens, et ensuite, le dispositif de gouverne arrière peut le stabiliser. En général, tout est beaucoup plus simple et pratique. En plus, il y avait une plateforme spéciale. J'ai vu, ce jour-là justement je n'étais pas là, mais j'ai vu qu'une plateforme spéciale avait été faite pour. Le train d'atterrissage. Oui, c'est une sorte d'imitation de ce qui sera fait pour la Nova 2. Il me semble que j'en ai déjà parlé lors du dernier webinaire, je devais. J'expliquais que, comme il est attaché au point d'amarrage inférieur alors que le dirigeable se trouve au-dessus et qu'il y a une rafale latérale, il y a donc un bras de levier assez important ici, et le dirigeable s'incline naturellement et appuie sur une seule roue. La charge sur le train d'atterrissage? Oui, le train d'atterrissage à 2 roues, la charge maximale est calculée au maximum. Jusqu'à 15 mètres par seconde, amarré au point d'amarrage inférieur, sur un dirigeable, sur celui-ci, le Nova 2. C'est plus simple avec les plus grands. Leurs nacelles sont plus proches du nez à cause du centrage des masses, ce qui facilite l'amarrage face au vent. Sur le Nova 2, avec une telle rafale latérale, la charge sur une roue peut atteindre 1 tonne. Si le sol est ordinaire, la roue peut s'enfoncer. Avec le temps, oui, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce genre de choses-là. Et en plus, il y a l'humidité, le sol est mouillé. Oui, c'est pour ça qu'il faut prévoir une plateforme sous la roue. Elle n'est pas très grande, sur le Nova 2, la roue fera environ 4 mètres, comme une semelle filante, où on peut mettre une plaque métallique. Sur le Nova 2, ce sera comme ça. On a fait pareil sur le Nova 0A. On peut dire que c'est notre piste de décollage, celle qu'il faut pour les dirigeables, c'est tout, juste un petit emplacement. La plateforme sert à l'amarrage pour le flugering, mais tout dépend du mât d'amarrage. Par exemple, quand d'un grand mât d'amarrage, pour des raisons de sécurité et selon les normes, il faut éloigner suffisamment le dirigeable. S'il y a du vent, d'endommager l'enveloppe. Mais le point d'amarrage, il n'est pas nécessaire de s'en éloigner, il suffit de se désamarrer et c'est tout, tu peux monter verticalement. Donc oui, je n'y avais pas pensé, on peut aussi l'appeler une petite piste de décollage et d'atterrissage, puisqu'il n'est pas nécessaire de s'envoler loin de ce point. En fait, cela ne s'est jamais produit, si l'on en croit les experts, le dirigeabliste Musikovic le dit, aucun dirigeable n'a encore décollé ou atterri à partir d'un point d'amarrage bas, où tout se fait aussi facilement et simplement. Tout le monde s'est toujours évertué à inventer des complications, des mécanismes incroyables, des dispositifs supplémentaires de mécanisation, d'automatisation, presque des rails pour déplacer quelque chose, alors qu'en réalité tout est simple et il y a toujours quelque chose de nouveau. Oui, ils ont trouvé. Ça marche. Et puis, en plus de tout ça, des essais en vol sont constamment réalisés, on collecte des informations pour la formation. C'est vrai. En réalité, tous les algorithmes sont déjà écrits, les données sont collectées. Les principaux, ceux qui étaient prévus là-bas. Oui, tout est déjà parfaitement clair. Maintenant, en ce qui concerne les vols spatiaux, nous élaborons justement les algorithmes complexes et la logique précise de l'exploitation en orbite terrestre en mode entièrement automatique et autonome. En gros, il y a un opérateur à distance, il ouvre sa tablette,
Il voit que le dirigeable se trouve quelque part sur la carte, sur une carte quelconque, et il peut voir où il se trouve exactement. Dans quel état il peut se trouver? Il peut être amarré au poids inférieur, au poids de proue à un dispositif supplémentaire, ou bien il se trouve dans le hangar, et à partir de chacun de ces événements, différents scénarios se développent sur ce qui va se passer ensuite. Et donc, en ce moment, ces scénarios sont en train d'être élaborés, aussi bien d'un point de vue logique, simplement comme une chaîne logique, sur ce qui va se passer après, mais aussi avec la version matérielle et logicielle, de quels autres dispositifs supplémentaires, etc., le dirigeable doit-il être équipé pour que cette interaction se déroule en mode entièrement automatique. C'est justement la deuxième étape des essais, ou la deuxième phase. Voilà ce que nous avons prévu pour un avenir proche, plan, objectif, tâche. Actuellement, tout cela fonctionne en mode semi-manuel. Et pour arriver à un mode entièrement automatique, il est évident que tout cela sera pleinement mis en œuvre sur la Nova 2. Mais jusqu'à un certain stade avancé, je pense que sur La Nova 01, nous irons jusque-là. Nous avons également mentionné que dans un avenir proche, un aérolait est prévu. Où en sommes-nous actuellement à ce sujet? aujourd'hui, justement, il y a eu un déplacement local à l'usine de fabrication de l'enveloppe. Tout est top, tout est super, l'enveloppe prend forme, elle est en cours de fabrication. La première a justement été collée sur la Nova 01. Celle-ci est actuellement en train d'être soudée par courant haute fréquence, sous supervision de l'auteur. En gros, nous nous sommes rendus sur place, Dmitri Sergueïevitch Kmel, pour une inspection, avec la documentation, tout comme il se doit. Le concepteur est présent sur le site de production, il vérifie que tout est conforme à ses plans, ses conceptions, aux exigences techniques et tout le reste. De ce côté-là, tout avance, les systèmes de contrôle sont en cours d'assemblage, les matériaux sont achetés. Donc, dans un avenir très proche, pourrons-nous déjà voir les premières étapes de l'assemblage de notre aéroplane? Oui. Non, je pense que oui, mais bien sûr, on verra, il y aura des images, des vidéos, et en général, chers spectateurs, participants du projet, je vous remercie de votre présence. Je comprends parfaitement que, pour l'instant, vous avez très peu d'informations précises sur ce qu'est réellement un aéroplane, en quoi il diffère fondamentalement d'un non-aéroplane, à quoi il ressemble visuellement, pourquoi il est créé, et ce que c'est exactement comme concept. Il y a tout un tas de questions différentes et complexes, et il est évidemment grand temps pour nous d'ouvrir une section entièrement dédiée dans notre contenu éditorial à propos de ces fascinants dirigeables, de produire des vidéos explicatives, et peut-être même d'écrire des articles détaillés pour expliquer en profondeur pourquoi nous avons précisément choisi cette direction stratégique. Si quelqu'un a des idées créatives de mise en scène ou des talents exceptionnels de scénariste, nous attendons avec impatience vos précieuses suggestions sur la façon dont nous pourrions lancer de manière efficace et captivante la nouvelle section de contenu dédiée aux aéroplanes et à leur histoire fascinante. Mais dans l'ensemble, nous sommes prêts, nous avons déjà une base en conception qu'en production, il y a montré et raconté, et avec votre aide ou non, nous allons bientôt le faire, le montrer et en parler. On commence. Voilà. Où pourra-t-on concrètement utiliser ou bien apercevoir l'aéroplane, ce nouvel appareil volant, dans notre environnement quotidien, chez nous en France? Est-ce qu'il se prépare très prochainement pour un déplacement important, une démonstration publique ou un événement spécial? Tu veux en venir où avec ça? À novembre, au mois de novembre, à Dubaï, cette ville incroyable et fascinante? Oui, on compte bien l'emmener là-bas, ou finalement pas du tout? Non, 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 non. Bref, concernant le salon de Dubaï, d'abord, on y va. Bien sûr que nous y allons, c'est une évidence absolue. On a déjà envoyé le lien, j'espère que ceux qui l'ont regardé ont trouvé où se trouve Aeronova. On a un grand stand là-bas, 6 par 6 mètres, juste à côté de Boeing, Boeing Venture, mais bon, nous aussi on est des ventures. À côté, il y a les investisseurs,
une zone lounge avec des présentations. C'est là qu'on s'est inscrit. On a déjà préparé le cahier des charges techniques pour le stand, on va le transmettre, et on a aussi élaboré le concept du stand. On voulait vraiment suspendre l'aérostat juste au-dessus de l'intégralité du stand, mais il se trouve que l'aérostat fait une longueur de 19 mètres alors que le stand ne fait que 6 par 6 mètres, même si la hauteur sous plafond est absolument énorme. On s'est dit, quelle importance cela a-t-il? Il est léger après tout, c'est certain, on peut le suspendre très facilement, il n'y a absolument aucun problème à cela. Mais non, les exigences du site de l'Expo-Centre sont claires, rien ne doit dépasser le périmètre du stand et l'aérolait ne rentre tout simplement pas. En ce moment, on essaie de s'arranger pour qu'il soit installé dehors, là où il y aura les avions et d'autres équipements. Peut-être qu'ils autoriseront, peut-être pas, il aurait fallu s'y prendre plus tôt, bien plus tôt. Pour le stand, c'est clair, il y avait une place, on l'a prise, mais pour l'extérieur, tout est encore en suspens. Avec les documents pour l'appareil lui-même, bien sûr, il est expérimental, certifié, il y a la livraison, c'est-à-dire que si tu as cet engin volant, alors son importation sur le territoire. Si c'était juste une maquette, en gros, qui serait exposée au-dessus de notre stand, c'est une chose, mais quand on veut vraiment l'installer dans la zone où se trouve le matériel, là, c'est un peu différent. Il y a une petite chance qu'on l'installe dehors, peut-être même qu'on le fera voler pour une démonstration, ce qui serait vraiment génial, bien sûr. Mais, pour répondre à la question, est-ce que c'est bien lui qu'on va présenter là-bas? Sur le stand, absolument pas. Sur le stand, à l'intérieur du pavillon, nous allons fabriquer une maquette du dirigeable. Oui, c'est prévu. Très probablement ce sera la Nova 35, donc on l'annonce tout de suite au monde. Une année s'est écoulée, tu vois, depuis le début du projet. Novembre marquera, en quelque sorte, un an depuis le lancement du projet Aeronova, et tout le monde est déjà curieux de savoir ce qu'est la Nova 35, quel est ce concept de dirigeable rigide, et où va aller tout le développement de la construction de dirigeables dans les prochaines décennies. Ce serait pas mal de l'annoncer lors des expositions universelles. Il serait logique de commencer justement par les dirigeables rigides, ou du moins de montrer que nous nous lançons dans ce type de dirigeable. Oui. C'est pourquoi la maquette sera celle d'un dirigeable à structure rigide, tout sera organisé autour de ça, avec plein d'autres surprises agréables et d'interactivité. Oui. On en parlera un peu plus tard, mais oui, nous aimerions bien que l'aéroplane soit là-bas et qu'il vole. Il est fort probable que nous le fassions, mais il volera ici, et tout le monde pourra très bien le voir, et il y aura aussi des vidéos à ce sujet là-bas. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est déjà le mois d'août, puis septembre, octobre, ce qui représente 3 mois, même moins, surtout en tenant compte du fait qu'août est le mois des vacances, et beaucoup d'entre nous sont en congé, et c'est pareil dans les entreprises partenaires dont nous dépendons, tout le monde est aussi en vacances. Et pour le moteur, c'est exactement pareil, il s'est trouvé que le moteur pour la Nova 2, il y a eu à la fois les congés annuels et la canicule estivale dans ce pays européen d'où ils viennent chez nous, tout simplement. Ça a décalé les choses, donc oui, il nous reste vraiment peu de temps, et nous voulions aussi aborder le sujet très intéressant de la stratosphère. Nous avons souvent entendu des questions de la part de notre public sur le fait que nous ne montrons pas suffisamment comment se déroulent précisément les développements, comment se passent les lancements, et il semble bien que nous préparons quelque chose de spécial. On prépare quelque chose, je tiens à rappeler que nous occupons de la stratosphère, mais y consacrons beaucoup moins de temps qu'aux dirigeables, car les dirigeables sont la priorité, et la stratosphère, même si c'est la force d'Archimède. Mais cela concerne des perspectives un peu plus lointaines, c'est un peu plus complexe, en somme, mais les travaux avancent. Et donc, dans un avenir proche, nous allons tenter, appelons cela une nouvelle tentative de lancement à longue dérive. Et lieutenant, break time égale 0.5 s et GT.
Depuis ce lancement que nous avons activement montré et dont nous avons parlé, le lancement à longue dérive, jusqu'à aujourd'hui, il y a bien sûr eu d'autres lancements, mais ils étaient de type pic. C'est-à-dire que l'appareil décollait, atteignait une certaine altitude puis atterrissait. Principalement des essais techniques et technologiques, ce sont des tests en usine de différentes solutions, des valves, des capteurs, encore un nouvel équipement embarqué, le système d'amarrage, le système de sauvetage de la charge utile, toutes sortes de systèmes de coordonnées. Il n'y a pas eu de vol à longue dérive. Et le prochain vol à longue dérive, il aura lieu ici et maintenant, très probablement ce week-end ou la semaine prochaine. Tout dépend des conditions météorologiques, mais le lancement est déjà planifié et il diffère du précédent. Si lors du lancement précédent, l'objectif était d'entrer dans un courant stratosphérique et d'y rester le plus longtemps possible, idéalement en faisant le tour du monde, cette fois le lancement est un peu différent. Le vortex stratosphérique, naturellement, s'est dissipé. C'est un phénomène saisonnier et en ce moment précis, si ceux qui suivent attentivement la stratosphère et qui ont encore quelque part dans leur favori ce lien très utile permettant de visualiser les vents sur l'ensemble de la planète en fonction de l'altitude. Ils peuvent observer la météo au-dessus de la Russie, et là, à différentes altitudes, on verra que le vent souffle dans une direction, puis il y a une pause, et ensuite le vent part dans l'autre sens. Actuellement, l'objectif est justement de modifier ces flux en changeant d'altitude. Autrement dit, il s'agit d'apprendre, disons, à naviguer dans ces courants de manière contrôlée et prévisible. De façon contrôlée et prévisible, c'est certain, il y a un modèle mathématique, la vérification. Mais pour changer d'altitude, nous allons utiliser le chauffage, le jour et la nuit. Pour l'instant, lors des vols longue durée et des petits lancements, nous avons minutieusement vérifié les modèles de chauffage thermique, celui qui provient du sol, celui qui descend directement du soleil, etc. Et cela influence énormément la variation d'altitude de l'appareil, le chauffage de l'hélium et tout le reste, de manière significative. Et maintenant, nous avons déjà créé un modèle mathématique suffisamment précis, ce qui nous permet, en remplissant correctement l'enveloppe porteuse, d'y injecter la quantité exacte d'hélium nécessaire. Et donc, le système composé de plusieurs réservoirs haute pression, pas des réservoirs, c'est aussi une enveloppe. Si l'enveloppe supérieure, ce n'est pas du lest, elle devient du lest à un certain moment. L'enveloppe supérieure est à pression nulle, la pression à l'intérieur et à l'extérieur est la même, donc ces enveloppes sont justement conçues pour que le gaz à l'intérieur puisse se dilater, et à un certain moment, hop, le volume cesse de changer et l'appareil arrête de monter. En gros, il perd sa force de flottabilité. Il se stabilise à une certaine altitude, calculée à l'avance. Oui, et donc si l'on remplit correctement l'enveloppe supérieure ainsi qu'une série de ces enveloppes, alors, en se basant sur le modèle thermique, on peut justement comprendre assez précisément à quelle altitude il descendra lors du refroidissement et à quelle altitude il montera lors du réchauffement. Et justement, d'une part, ce lancement permet de vérifier le modèle mathématique. Il peut devenir un épicole, oui, mais le modèle est suffisamment précis et nous sommes déjà globalement assez confiants pour pouvoir le rendre public. Et voyons tous ensemble si ça va marcher ou pas. Normalement, ça devrait marcher. Du coup, la journée, il va s'élever grâce à la chaleur, dériver dans un courant, puis la nuit, il va se refroidir, descendre à une certaine altitude et dériver dans un autre courant. Et c'est comme si notre modèle mathématique allait prédire dans quelle zone il va circuler. Autrement dit, on a déjà une certaine idée de la façon dont il va voler, et maintenant il faut, disons, valider tout ça en pratique. Oui, et en fait, avec un minimum d'effort, quasiment sans aucune dépense d'énergie significative, on suspend l'appareil et on occupe une certaine zone géographique avec cet appareil, et il y reste en permanence, de manière continue et stable. En gros, c'est un stratolite qui reste suspendu au-dessus d'un même point, dans une première approximation. Bien sûr, par la suite, lors des lancements de pointe actuels, différents systèmes sont testés qui permettront de modifier l'altitude de façon contrôlée des ballasts et d'autres dispositifs.
Je ne vais pas en parler pour l'instant, on étudiera tout ça plus tard. Ces systèmes qui permettent de modifier l'altitude sur commande depuis le sol sont déjà en phase de test. Et ça, c'est un système conditionnellement gratuit. C'est la solution la plus simple qu'on doit de toute façon prendre en compte pour un vol contrôlé. On ne peut tout simplement pas s'en passer. Point, c'est une expérience pure. Donc on va tout filmer, tout vous montrer. Oui, très probablement, on fera aussi un suivi en direct pour vous dire où ça en est, comment ça se passe en ce moment et où ça se trouve. Les lancements sont un peu repoussés. En fait, on devait d'abord le lancer mardi, partir mardi, lancer mercredi. Puis tout a été décalé de mercredi à vendredi, puis de vendredi à dimanche. Mais ce n'est pas nous qui décalons, c'est la Rosaviatia. En gros, c'est eux qui nous indiquent le point de lancement, d'où il faut décoller. Nous calculons un modèle mathématique pour déterminer dans quelle zone il va voler, il regarde si c'est acceptable ou non, et déplace le point. On recalcule encore une fois. En fait, tout ça dépend vraiment du vent, de la météo et aussi de la Rosaviatia. Et donc, à peu près, ils nous ont déjà déplacés quelque part du côté de Kirov. Oui, et très probablement, tout est en train de se régler, donc ce week-end ou la semaine prochaine, tout va se concrétiser. Oui, alors restez attentifs pour la suite. Je pense qu'on rappellera dans des vidéos séparées ce qu'est la stratosphère, pourquoi elle est si intéressante, à quoi elle sert, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. En réalité, même si on a sorti tout un film documentaire et beaucoup parlé de la stratosphère lors du lancement de notre appareil, il y a quand même encore des questions qui reviennent. Oui, la compréhension n'est pas complète, donc on va essayer de développer le sujet plus en détail. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait le tour des principales actualités, on peut passer aux questions. Alors faisons comme ça. J'ai ici la première question. À quelle altitude et quelle charge utile le dirigeable pourra-t-il transporter? Je pense que la question concerne l'aérostat, parce qu'on a déjà beaucoup parlé du Nova 01, tout le monde est au courant. Mais précisez les questions, car là, on n'a pas le contexte. Si vous aviez mis le contexte dans la question, on aurait pu y répondre plus précisément. J'espère que par « charge de combat », on entend la charge utile. Les dirigeables sont des moyens de transport pacifiques. En principe, ils n'ont pas vocation à transporter militaires. Eh bien, l'aérolet fera 50 kg. Voilà le premier. L'aérolet que nous créons, c'est la même chose que la Nova 01, mais dans l'esprit de la Nova 2. Aérolet 01, il portera 50 kg. Si l'on parle du Nova 2, alors il c'est 500 kg, et bien plus encore. Si on parle de L, Aérolet 2, alors là, on parle de tonnes et plus. Lors du webinaire précédent, tu as décrit en détail les caractéristiques des modèles prévus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le regarder. Fyodor a tout expliqué en détail. Ce webinaire était au format d'une conférence, ce que nous construisons et où nous en sommes. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas comme ici où on est assis à une table, je dessine à la main tous les appareils, leurs caractéristiques, et j'explique où en est chaque projet. Jetez un œil si vous ne l'avez pas encore vu. Oui, c'était il y a 2 jeudis, donc l'avant-dernier, en fait. Alors, passons à la question suivante. Comment allez-vous gérer le ravitaillement en hydrogène ou en hélium? Eh bien, les dirigeables sont gonflés à l'hélium. Pour les sondes stratosphériques, il est probable que nous commencions bientôt à essayer l'hydrogène. Les dirigeables stratosphériques seront gonflés à l'hydrogène car leurs volumes sont incroyablement grands et les enveloppent probablement. En gros, il existe différents schémas. L'un des schémas consiste à utiliser des enveloppes jetables pour les dirigeables stratosphériques. Elles ne coûtent pas très cher et, au bout de, disons, 3 à 4 mois d'exploitation dans la stratosphère, l'enveloppe est tout simplement détachée, le gaz est libéré, puis tous les systèmes atterrissent comme un planeur, et l'enveloppe, eh bien, elle s'envole et c'est tout. C'est l'un de ces schémas, et dans ce cas-là, c'est forcément de l'hydrogène, parce que perdre autant d'hélium, ce ne serait pas raisonnable. Et ces dirigeables,
qui voleront très près du sol, tout cela sera absolument sur des gaz sûrs, sur l'hélium, sans aucun doute. Super. Est-ce que le dirigeable sera visible sur les radars? Eh bien, cela dépendra des radars. Oui, il sera certainement visible. Pourquoi cette question? Au juste? On peut fabriquer un dirigeable quasiment furtif parce que toute sa structure, en fait, ce n'est rien du tout, c'est souple et assez petit, donc il n'y a pas grand-chose qui puisse apparaître sur le radar. Bien sûr, il y a les batteries, les moteurs qui chauffent, et puis, de toute façon, son système de communication avec le sol émet aussi. Mais en mode silence radio, il n'y a que la signature thermique et celle réémise. En gros, on peut faire tout ce qu'on veut. La question, c'est pourquoi, dans quel but? Alors, question suivante, 50 à 500 kg, c'est uniquement la charge utile où ce chiffre inclut carburant, les moteurs et reste. Non, c'est uniquement la charge. C'est seulement la charge utile qu'on peut emporter. C'est avec la Nova 02, quand on parle de 500 kg, c'est en tenant compte de toute la nacelle qui est conçue pour transporter des passagers et qui est pilotée. Donc, il y a le pilote, toute la nacelle, et c'est dans celle-ci qu'on a ces 500 kg. Si c'est une version entièrement sans pilote, toute la nacelle disparaît, elle devient une motonacelle et une remorque de fret, où tu accroches la charge, on peut transporter encore plus que 500 kg. Est-il possible d'installer une éolienne sur un dirigeable et de transmettre l'énergie au sol par câble? J'ai vu ce genre d'image futuriste quelque part. Les Chinois en ont récemment construit une, ils sont en train de la tester. Dès qu'ils publieront un rapport sur son efficacité, et très probablement ce rapport le lancement en production de masse de telles turbines, nous aurons une réponse scientifique sur l'applicabilité de ces systèmes. Globalement, pour certains usages mobiles à faible production et de petite envergure, c'est sans doute techniquement possible, mais il n'y a pas vraiment de raison fondamentale d'envoyer quelque chose de très gros et de lourd là-haut dans l'espace. Y a-t-il déjà un local pour Nova 2 sur le nouveau aérodrome? Non, bien sûr, pas encore. Il est prévu de construire soit une structure gonflable, soit. Pour l'instant, le système pneumatique paraît tout à fait logique, d'autant plus que le Nova 2, en version sans pilote, en tant que dirigeable de surveillance, intéresse le client. Le client s'intéresse non seulement au dirigeable, mais aussi à l'endroit où il sera stationné, stocké et entretenu. Et ce même cadre pneumatique s'en va. Une solution simple, oui, oui. Combien coûte un mètre cube d'hélium et combien de mètres cubes sont nécessaires pour la Nova 01? Pour un usage domestique, l'hélium est devenu beaucoup plus cher. Quel impact cela a-t-il sur vous? Toute la recharge complète, en tenant pleinement compte de la livraison des bouteilles, du retour des bouteilles vides, de la location du matériel nécessaire, de la caution requise et de tous les frais annexes, nous est finalement revenu à environ 200 000 roubles. Nous y avons injecté un volume considérable de 120 mètres cubes d'hélium pur. Alors, pourquoi ouvrez-vous une école de pilote? À quoi servent-ils si 90% des transports seront automatisés? Les appareils touristiques, par exemple, qui transportent des personnes, doivent obligatoirement avoir des pilotes à bord. Quand les dirigeables de ligne feront leur apparition, il faudra aussi des pilotes à bord, au moins pour qu'ils soient simplement assis là, aux commandes. Pour certains types de marchandises, il faudra des pilotes expéditeurs, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de cargaisons particulièrement sensibles et pas juste n'importe quoi. Ce sera une exigence, oui, et en général. Eh bien, c'est logique. Sans cela, ce serait étrange. Oui, construire des dirigeables sans pilote, sans former de pilote. C'est un peu exagéré, mais dès que la question se posera, on dira déjà que nous avons une école de pilotes. Pourquoi ouvrez-vous une école de pilote? Non, pour l'instant nous n'ouvrons d'école de pilotes, nous venons de commencer à élaborer le programme de formation. Ce programme doit être approuvé et validé par la Rosaviatia, et n'importe quelle école existante peut servir d'école, il n'est nécessaire ouvrir une nouvelle. Il suffit qu'un programme soit approuvé et une école sera accréditée pour la formation des pilotes. Il existe de nombreuses écoles de ce type de toute taille, des plus petites aux plus grandes. Et là-bas,
3 pilotes, dont nous aurons besoin pour l'année à venir, suivront la formation. Voilà, c'est ça, toute l'école de tous les pilotes. Il n'y a rien de vraiment spécial à ouvrir là-bas. Pas besoin de construire un campus ou quoi que ce soit d'autre. En réalité, nous préparons d'une base qui le permettra. Pour l'instant, nous préparons simplement la procédure, parce qu'il n'existe pas encore de procédure pour la formation des pilotes de dirigeables. Plus tard, bien sûr, il ne s'agira plus de quelques personnes, mais de dizaines de pilotes qui seront formés. Ça va continuer à se développer, et qui sait, peut-être qu'un jour l'un d'entre vous voudra apprendre, aura envie d'avoir son propre petit dirigeable de croisière pour voler en famille. Mais où obtenir le permis nécessaire? Bien sûr, on peut s'asseoir confortablement, appuyer sur un simple bouton comme avec le pilote automatique, mais je pense qu'un tel moyen de transport personnel aérien ne sera probablement pas autorisé sans une licence spécifique pour. Les grandes entreprises obtiendront les autorisations pour le transport de passagers en mode autopiloté. Mais si c'est un appareil volant privé, il y a de fortes chances qu'un permis de pilote soit nécessaire, même s'il vole automatiquement, peut-être une version simplifiée, parce que, comme on dit, les règles de l'aviation sont écrites avec du sang. Oui, et même si c'est très sûr, malgré tout, on monte tous dans l'avion et il y a des milliers de vols. Il y a des consignes de sécurité, la sortie des gilets, si le masque tombe respirer. Rien n'est laissé au hasard, et même quand vous montez dans un avion. Quand vous allez embarquer, on va vous donner des instructions sur certaines actions à effectuer. Oui, il est utile de lire le mode d'emploi avant d'appuyer sur un bouton, même pour un four, alors pour un dirigeable. Plus. Et il vaut mieux vérifier. Avez-vous lu ou non? C'est ça, la formation. Super. Quelles seront les exigences pour ces étudiants qui veulent devenir pilotes? À quoi ressemblera la première sélection? Combien de places seront disponibles? Eh bien, j'ai déjà expliqué en gros ce qui va se passer au début. C'est justement maintenant que les exigences sont en train de se définir. Très probablement, au début, cela suffira. Avoir des capacités cognitives supérieures à la moyenne et simplement avoir envie d'apprendre à devenir pilote. Comment la communication avec l'appareil sera-t-elle assurée dans les latitudes nordiques? On pourrait connecter les appareils à Starlink, mais il n'est pas disponible. C'est une question qui touche à un des points intéressants concernant la communication en général. Les dirigeables, oui, volent à proximité des antennes relais et restent connectés. Mais dès qu'ils s'éloignent un peu plus dans des zones reculées, ça devient tout de suite plus compliqué. La communication par satellite, ce n'est pas seulement Starlink. Il existe plusieurs systèmes permettant d'établir une connexion. La question, bien sûr, c'est la quantité de données qu'ils peuvent transmettre. Même la radio conventionnelle, ou la VHF, permet aussi de transmettre des commandes et des données. Bien sûr, il est évident que, dans un volume limité et sur des itinéraires commerciaux conditionnels, il y aura sûrement des antennes relais installées, très probablement. Si, d'ici là, les systèmes stratosphériques se développent, et à l'avenir, ils se développeront à coup sûr, nous pourrons alors créer des relais sur des stratolites. En fait, il existe un programme, du moins chez nous, oui. Si l'on sort à l'étranger, et là-bas il y a environ 190 et quelques pays, les Starlink fonctionnent, donc il n'y aura aucun problème là-bas. Mais chez nous, il va falloir, oui, un peu improviser. Et en ce moment même, il y a un programme ambitieux, je me souviens plus exactement de son nom précis, mais c'est quelque chose comme Ciel unique, ou des satellites géostationnaires qui orbitent très haut jusqu'aux drones qui volent juste au-dessus de l'herbe. Tout cela doit créer un grand espace aérien unifié pour la collecte de données essentielles, la retransmission fluide des signaux, l'interaction constante, et ainsi de suite. Dans ce programme, il est prévu créer une couverture de communication totale au-dessus du territoire de notre pays. Très probablement, c'est à l'aide de sondes stratosphériques et de dirigeables qu'une partie de cette couverture sera assurée.
Donc ici, la question n'est même pas de savoir où le dirigeable va précisément trouver cette connexion essentielle, mais plutôt combien de dirigeables il faut réellement pour que la connexion soit absolument partout. C'est une nouvelle assez sympa, en fait, et même plutôt intéressante. On en a parlé, on l'a déclaré dès le tout début, que c'était tout à fait faisable, que c'était parfaitement possible. Tout simplement parce que, bien sûr, c'est intrinsèquement faisable et réalisable. Mais quand on a commencé à discuter avec le groupe qui fait partie de ce projet Ciel unique, même sans interagir avec nous, sans vraiment s'intéresser à notre histoire de dirigeable, ils en arrivent quand même à la conclusion que la technologie aérostatique est indispensable là-bas. Ils se disent « c'est génial que quelqu'un s'en occupe ». Et vous comblez justement cette niche. Encore une question intéressante. Est-ce qu'on va tester la possibilité d'amarrer des dirigeables entre eux et à quoi ça pourrait bien servir? Qui sait? Théoriquement, cela pourrait servir à transférer des cargaisons ou des passagers d'un dirigeable à l'autre sans toucher le sol. Si on laisse vraiment libre cours à l'imagination, ils pourraient se regrouper en grappes compactes pour attendre la fin d'une tempête violente. Ensemble, on est toujours plus fort, ou s'amarrer comme un long train pour avancer plus efficacement, selon l'aérodynamique optimale. On peut expérimenter tout cela aussi bien dans un espace purement théorique, physique et mathématique, que dans la réalité concrète de notre monde. Personne ne peut prédire à quel point cela sera nécessaire et applicable en pratique, donc on verra bien. Dans quelle mesure l'activité solaire et la pression atmosphérique influencent-elles les performances de vol d'un dirigeable? L'activité solaire n'a pratiquement aucun impact. La seule chose qu'elle fait vraiment, c'est que les rayons ultraviolets détruisent l'enveloppe souple des dirigeables. C'est pourquoi on la protège contre les UV. Le réchauffement influe sur la dilatation de l'hélium. Sous le soleil, l'hélium se dilate et repousse le ballonnet d'air. Et, par exemple, lorsqu'il fait chaud, il est un peu plus difficile de monter plus haut, car avec la baisse de pression, l'hélium se dilate aussi. Mais tout cela, ce sont des détails. Tout cela a déjà été étudié il y a 100 ans, les tempêtes géomagnétiques n'ont aucun effet. En somme, il y a bien une influence. Un dirigeable, c'est un peu comme un organisme vivant, pour ainsi dire. Mais toutes ces lois sont comprises depuis longtemps, et c'est justement ce qui distingue un pilote de dirigeable expérimenté d'un débutant. Il sait ce qui va se passer en cas de baisse ou de hausse de pression, de température, et ainsi de suite. Et tous ces systèmes aérogazeux sont conçus en tenant déjà compte de tout cela, avec l'expérience. Et ils sont conçus aujourd'hui comme il était il y a 100 ans, les principes n'ont pas changé. Pression, température, chaud-froid. C'est toujours comme ça qu'on les construit. Si vous prenez des livres intéressants sur les dirigeables, vous trouverez quelque part au milieu toutes ces astuces et subtilités. Bref, tout cela est connu depuis longtemps. Question, quel est l'impact? Ça dépend. Il y a toutes sortes de cas. C'est évident, quand il fait froid, tout se ratatine et il faut gérer tout ça en fonction de l'altitude et d'autres paramètres. Rien de compliqué. Si j'ai bien compris, ce sont déjà des effets assez prévisibles. Bien sûr. Les spécialistes des dirigeables racontent des expériences vraiment très intéressantes. Un aérostat avait apparemment été fabriqué pour la Chine à une époque, et il était entreposé chez eux dans un hangar fermé et sécurisé. Je ne me souviens plus exactement de tous les détails précis, mais ils l'ont laissé sans surveillance, et le soleil a commencé à taper directement dessus, provoquant des problèmes inattendus et assez significatifs. Ils ont fait quelque chose avec les soupapes pour qu'elles ne fuient pas. Ils les ont resserrées, et il a éclaté, apparemment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas injecté de gaz, il n'y avait rien, il a éclaté à cause de la chaleur. On raconte qu'ils sont arrivés le matin et ils n'étaient plus là. Le soleil peut affecter les dirigeables de bricoleurs. Et voici une autre question.
Combien de facteurs influencent réellement la maniabilité de l'appareil et dans quelle mesure sont-ils pris en compte par l'ordinateur de bord? Le vent, la température, la pression, l'humidité, le soleil, la densité de l'air, l'électricité statique, est-ce tout ou y a-t-il encore autre chose? On dirait que ce sont les principaux. Le principal, c'est vraiment le vent. Tout le reste, ce sont des détails de la vie. Les facteurs de maniabilité. L'électricité statique n'influence pas la maniabilité. La densité à une altitude d'1 kilomètre, c'est une chose, mais une autre qui pourrait vraiment avoir un impact, c'est à une altitude de 4 à 5 kilomètres, à peu près. La température, pas du tout. Donc, en gros, c'est surtout le vent et l'altitude, oui. Une question de ma part. Est-ce qu'un dirigeable, par exemple un dirigeable de transport, a besoin de monter à une altitude d'environ 10 km, comme les avions, là où l'air est raréfié, pour, disons, voler plus efficacement, ou bien 1 ou 2 km suffisent-ils? Gennady, asseyez-vous. Question. Plus un dirigeable de transport est près du sol, plus il peut transporter de charge. Il n'a pas besoin de monter là-haut. Mais s'il est conçu pour la vitesse et qu'on peut sacrifier un peu de charge, il transportera moins en altitude. Mais là-haut, il y a moins de frottement et on peut voler plus vite. C'est justement la niche que viseront les aérostats. En éliminant l'aérodynamique. Oui, et en misant sur la vitesse. Alors, question suivante. Quel est le coût de construction d'un dirigeable d'une capacité de 10 tonnes pour une série de 1000 unités? Donnez au moins un ordre de grandeur approximatif au taux de change actuel, en supposant que tout est prêt pour lancer une telle production. Combien de tonnes? 10 tonnes, une série de 1000 unités. Je comprends que c'est une question complexe avec beaucoup d'inconnus, mais essayez de faire une estimation. Le coût de construction d'un dirigeable de 10 tonnes pour une série de 1000 exemplaires. Moins d'1 milliard de roubles par unité. Je ne peux vraiment pas vous donner de chiffres précis pour l'instant, mais c'est un investissement important. Bon, comme ça, à la louche, sans chiffres. Je pense que ce n'est pas la peine. 1000 unités à prix bas. Modèle 10 tonnes. 10 tonnes, c'est notre Nova 35. Oui. Regardez combien coûte un hélicoptère capable de soulever un poids de 10 tonnes. Et divisez ce prix par 2, probablement, pour obtenir une estimation plus juste. Je pense aussi, oui. Ce serait le coût de revient dans des conditions idéales, avec une production bien rodée. Mais je comprends qu'il ira beaucoup plus loin qu'un hélicoptère, sera plus stable, plus économique, l'autonomie sera énorme. Divisé par 2, c'est quand même un peu audacieux, je me rends compte maintenant. Oui, je regarde, mais ça ne me paraît pas encore. Bon, très bien, passons alors à une autre question. Je voudrais que le dirigeable commence à survoler les villes de Russie. Où est-ce possible dans la réalité d'aujourd'hui? Des tonnes de photos vont circuler dans les groupes locaux. Quand ils volent juste au-dessus de toi, c'est une toute autre impression. Je soutiens totalement, je partage entièrement votre envie et votre désir de voir des dirigeables au-dessus de la Russie. Oui, nous allons survoler toutes les villes, simplement petit à petit. Au début, ce seront probablement des régions éloignées, quelque chose comme la région de Tomsk ou même quelque part en Yakoutie. Oui, et plus nous volerons fréquemment et de manière régulière, plus nous aurons l'air fiable et digne de confiance aux yeux des différentes administrations et autorités compétentes, ce qui nous permettra alors de nous rapprocher progressivement et plus facilement des villes et des centres urbains. C'est intéressant aussi, oui, ces villes un peu spéciales. Au-dessus de Moscou, c'est interdit, mais là-bas, on peut voler. Je ne comprends pas en quoi c'est pire là-bas. À Tomsk, ils ont créé une zone spéciale pour des drones cargo expérimentaux de grande taille, et très probablement, ce seront justement ces zones qui seront les premières à autoriser les vols de grands appareils commerciaux de transport. Ensuite,
Quand les périodes expérimentales temporaires seront terminées et que cela passera du statut expérimental à une activité régulière, ils pourront sûrement voler partout. Chaque chose en son temps. Question. Quand ou? C'est juste un constat. J'aimerais que les dirigeables commencent à voler. Nous faisons tout pour cela, et vous aussi, donc ça arrivera bientôt. Oui, nous avançons résolument vers ces objectifs. Est-ce que nous savons précisément dans quel pays il est plus facile de lancer le transport de marchandises, notamment du point de vue de la législation en vigueur? Il se peut que les tout premiers transports de fret ne soient pas lancés en Russie, mais plutôt dans un autre pays. J'aimerais vraiment beaucoup voir la Russie être la première à adopter toutes sortes de grands concepts technologiques innovants, mais en réalité, c'est la Chine qui est souvent en avance. La Chine vient d'annoncer que plusieurs de ses provinces ont déjà légalisé l'utilisation de taxis autonomes pour le transport de passagers. Voilà, une zone d'expérimentation juridique importante. Allez-y, circulez librement, sans restriction. Le reste du monde est maintenant en train d'essayer de rattraper la Chine, donc la réponse à la question, c'est que ce sera très probablement la Chine. Ensuite, il y a les pays arabes qui veulent eux aussi être à la pointe, et ils ne sont pas aussi inertes, disons, que les États-Unis, qui pourtant sont une puissance technologique, mais où il y a plus de bureaucratie. Donc après, ce sont probablement les pays arabes, puis la Chine. Mais la Russie aussi, en réalité, alors que tout le monde parle d'autres pays, en Russie, ce sera probablement plus long. Non, chez nous, il y a de nombreux changements positifs et aussi ces zones juridiques spéciales, comme la région de Tomsk, ainsi que des zones économiques spéciales qui voient apparaître leurs propres complexes d'essais en vol à l'échelle fédérale, des installations essentielles pour le développement et la recherche. Et la législation, la création de lois, tout cela s'oriente désormais de plus en plus vers la description d'un nouveau type d'aéronef. Et de manière générale, on s'est attaqué à l'espace aérien. Donc en fait, Pourquoi pas? Je vois un intérêt évident, même dans certains documents qui circulaient dans nos chats au tout début, directement du gouvernement de la Fédération de Russie. les axes de développement prometteurs y sont mentionnés, et il y a les dirigeables. Le client avec lequel nous travaillons actuellement vient aussi de Russie, et il s'intéresse au transport de marchandises justement dans la région d'où il vient. C'est déjà presque entièrement inscrit dans la feuille de route, donc en Russie, ce sera en priorité absolue. Mais pour l'instant, les Chinois sont les seuls à avoir un type d'appareil certifié. Oui, ils ont un dirigeable, donc ce sont bien les Chinois qui sont en avance sur ce point. Eux aussi sont en avance sur tout le monde. Alors, prochaine question. Bonsoir. Comment comptez-vous lutter contre le givrage si vous prévoyez de voler dans le Nord? Que pensez-vous d'un dirigeable fonctionnant uniquement sur batterie, avec une enveloppe recouverte de panneaux solaires? Deux questions en une. Messieurs, vous me forcez déjà à être sarcastique. Oh mon Dieu, il va vraiment y avoir du givrage? Comment n'y avons-nous pas pensé? Tout va bien avec ces histoires de givrage. Cela fait déjà 100 ans qu'on a résolu ce problème. Les avions le gèrent très bien aujourd'hui. Concrètement, comment allons-nous planifier cela? Nous avons ici un groupe motopropulseur qui sera installé et il génère beaucoup de chaleur. Pas de la chaleur comme celle d'un moteur à combustion interne, par exemple, qui chauffe énormément une zone locale et dont il est difficile de se débarrasser. Ici, ce n'est pas aussi intense, mais il y a de grands volumes d'air, et ces grands volumes d'air chaud, suffisamment froids pour les enveloppes et autres, mais assez chauds pour éviter ce givrage, s'en sortent très bien. En plus, il y a les matériaux modernes. Il existe des fils spéciaux que l'on peut intégrer dans les enveloppes ou le revêtement qui vont chauffer. Et oui, le dirigeable est rigide, entièrement recouvert de panneaux solaires. Ces panneaux peuvent chauffer. Ce n'est pas un problème à l'électricité. C'est comme l'énergie était générée à bord ou par ces panneaux. Bref, pour répondre brièvement à la question, comment nous comptons lutter contre le givrage? Par la chaleur. D'accord. Si le pilotage des dirigeables sans pilote est conçu pour être à distance, comment allez-vous garantir la protection contre le piratage, le détournement ou les attaques de hackers,
Pouvez-vous dire quelles mesures prises? J'espère efficace. Comment cette protection sera-t-elle assurée? Évidemment, nous n'avons pas encore d'équipe spécifiquement dédiée à la protection des logiciels, car cela prend du temps, coûte cher, et pour l'instant, ce n'est pas vraiment une priorité absolue. Pour l'instant, il suffit d'avoir des personnes compétentes et une base solide et bien établie à partir de laquelle commence le développement du logiciel afin d'assurer la sécurité globale de tout cela. Par la suite, des équipes spécialisées et hautement qualifiées en cybersécurité seront pleinement impliquées, car il sera alors absolument impossible de s'en passer, et ce, de manière définitive. Je pourrais commencer à inventer des systèmes de cryptage, et ainsi de suite, mais en réalité, ce sont des entreprises spécialement formées et hautement qualifiées qui s'occupent de tout cela. Et c'est avec elles que nous allons collaborer étroitement. Celle qui s'occupe de la sécurité, de la protection des logiciels. Il semble donc plus judicieux de faire appel à des spécialistes dans ce domaine. Oui, au XXIe siècle, comme quelqu'un l'a écrit dans un commentaire sous l'un de nos posts ou vidéos, c'est déjà une nécessité vitale de faire appel à de telles entreprises. Tout cela est allé si loin qu'il est tout simplement irréaliste d'essayer de se protéger soi-même à partir de zéro. Donc oui, ce sont de très grandes équipes de personnes qui, selon des processus clairs et bien définis, ainsi que des tarifs totalement transparents, mettent tout cela en œuvre sans aucun problème. Pourtant, même les très grandes entreprises, comme la compagnie aérienne Aeroflot tout récemment, ont malheureusement été victimes d'une attaque informatique. Donc même les grandes entreprises, et celles qui protègent activement leur système, rencontrent parfois ce genre de situation complexe et inattendue. On va faire de notre mieux. En réalité, avec les compétences adéquates, il est possible de prendre le contrôle de n'importe quel système. Vous n'avez pas vu la nouvelle récemment? Elle est vraiment d'un absurde total, d'une absurdité complète et incroyable. Je l'ai lue attentivement, j'ai immédiatement mis une coche significative dans mon calendrier personnel, parce que c'est un événement qui est réellement arrivé. C'est la toute première déclaration d'information aussi forte, aussi percutante et surprenante que j'ai jamais lue et qui m'a profondément surpris. Des hackers malveillants auraient eu un accès non autorisé à des informations extrêmement sensibles contenant presque les codes de lancement des missiles nucléaires stratégiques des sous-marins français, ce qui est une menace d'une gravité sans précédent. Plein d'informations techniques et ainsi de suite. Imaginez, des hackers malveillants ont eu accès à un secret militaire de tout premier ordre et d'une importance capitale. Les missiles nucléaires, les sous-marins français, et tout cet archive sensible s'est tout simplement retrouvé exposé sur Internet. On vit vraiment une époque particulièrement intéressante. Oui, les États sont tellement lents, et même s'ils essaient d'être à la pointe de la technologie, des processus, etc., il y a toujours un collectif qui n'est pas lié à cette inertie institutionnelle et qui a un accès plus direct et plus rapide aux informations et aux ressources nécessaires. Il faudrait demander à ces hackers de nous aider à protéger le dirigeable contre le vol. Après l'achat de l'aérodrome, y aura-t-il un passage à la troisième étape ou à des étapes ultérieures? Eh bien, je pense que tout se fait selon le planning. On a adopté un certain modèle, disons, et on avance selon celui-ci. On vient tout juste de changer d'étape, donc après l'achat de l'aérodrome, il n'y aura pas de changement d'étape. Ne vous attendez pas à ça. Alors, quel type de démarreur générateur sera spécifiquement utilisé dans l'installation de la turbine à gaz? S'agira-t-il d'une machine asynchrone ou bien d'un moteur BLDC? D'ailleurs, voici une suggestion, suspendre verticalement l'aérolait au-dessus du banc d'essai. C'était une idée qu'on avait eue. Oui, là-bas, la hauteur du plafond est de 6 mètres. Ce n'est pas la hauteur du plafond, mais la hauteur maximale autorisée pour le stand. Le plafond est immense, mais selon le règlement, il est interdit de dépasser 6 mètres. Ça ne marchera pas, l'idée est bonne. Un petit modèle en diagonale fera l'affaire pour avoir plus de longueur, 6 ou 7 mètres. Ça devrait le faire. Est-ce que des points d'amarrage seront développés que le dirigeable pourrait larguer lui-même, puis, une demi-heure après le déploiement, venir s'y amarrer tout seul? Donc, en fait, au départ, il y a un dirigeable technique qui vole et qui disperse ses points d'amarrage.
c'est ça? Et ensuite, un dirigeable touristique ou de transport le suit. Théoriquement, c'est possible. Oui, même le dirigeable lui-même pourrait transporter son propre mât d'amarrage, et certains l'ont déjà fait. Pourquoi pas? Un dirigeable pourrait-il devenir un camion de pompiers ou servir à éteindre des feux de forêt? Car si un dirigeable largue d'un coup des dizaines de tonnes d'eau, il va s'envoler vers le haut comme un bouchon. Si c'est un dirigeable avec une qualité hybride accrue, alors il ne décollera pas de manière conventionnelle, mais dans ce cas précis, il faudrait peut-être l'utiliser comme un avion pour éteindre les feux, bien qu'on puisse aussi faire du vol stationnaire en conservant la portance aérodynamique, par exemple, et avec des jets directionnels puissants, pourquoi pas. En somme, on peut imaginer toutes sortes de choses, jusqu'à utiliser n'importe quoi. C'est possible. La réponse est oui, différentes conceptions. Il faut approfondir, ce sont des projets distincts. Pour l'instant, nous travaillons sur la création du porteur. Et quelle charge utile peut-on envisager là-bas? Toutes sortes de choses, c'est l'étape suivante. L'équipement de lutte contre l'incendie ne consiste pas à la puiser de l'eau et à la déverser. Même si c'est ce qu'on fait, c'est possible, mais ce sont des développements spécifiques. Il existe des solutions et des concepts différents sur la façon d'utiliser les dirigeables pour la lutte contre les incendies, que ce soit avec des bombes, des jets dirigés et bien d'autres choses. Évidemment, tout cela nécessite une étude approfondie, des essais, etc. C'est un sujet à part entière. Donc, on pourra travailler sur cette question. Peut-on utiliser un projecteur lors de l'exposition? Faites une projection de votre aéronef au plafond. Si celui-ci est plat, on verra de loin comme s'il volait au-dessus de tout le monde. On peut utiliser cette idée, tu sais, façon pirate. Il suffit d'apporter un projecteur assez puissant, de projeter sur tout le plafond, comme si un dirigeable flottait sous l'exposition. Il faudra un projecteur vraiment puissant, parce qu'il fera super clair là-bas, ou alors demander au hacker de couper le courant. Mais qui va faire ça? Il n'y a qu'une seule entreprise de dirigeables. Sur toute l'exposition, il n'y a qu'une seule entreprise de dirigeables. Non, il y aura carrément écrit Aeronova. Si en 2028 il y a un tour du monde en dirigeable et que l'itinéraire passe par Los Angeles, j'aimerais vraiment réserver à l'avance un petit billet pour la Russie. Je rêve d'un tel vol. C'est réservé. De Los Angeles à la Russie. Il veut rentrer chez lui. C'est réservé. Je vais tout réserver. Pour les clients de Novat 01, le contrat est signé où il y a des accords préliminaires. Des groupes de travail ont été créés. Nous élaborons l'aspect technique. À mon avis, c'est un peu plus qu'un simple contrat, donc tout va bien. Je rajouterais même qu'il n'y a pas qu'un seul client. Oui. Alors, dans quelle mesure le dirigeable est-il réellement résistant aux attentats potentiels? Par exemple, le fameux drone FPV est-il vraiment si dangereux, ou bien le dirigeable pourrait-il continuer à fonctionner même avec d'énormes trous, sans que cela ne compromette sa stabilité? Atterrir en toute sécurité. Mais même les chars ne sont pas protégés contre les drones FPV, donc voilà. On entend souvent un coup de lance-grenade, une rafale de mitrailleuse, tout peut être endommagé. Un énorme dirigeable, il est peu probable qu'un drone FPV puisse le toucher au point de provoquer une catastrophe. Il pourra descendre tranquillement, il n'y aura rien de grave, sauf si ça touche la cabine, là où il y a quelqu'un. Dans ce cas, il y aura des conséquences. Même petit, il subira des dégâts à cause de n'importe quelle explosion. Si on a besoin d'un dirigeable antiterroriste pour qu'il puisse lancer ses propres drones FPV à la rencontre de la menace, ce n'est pas difficile à organiser. Eh bien, c'est comme si on pouvait vraiment y planter une cuillère sans aucun problème. Oui, le dirigeable, comme il est très bien équipé en énergie et qu'il a une très grande capacité de levage, il peut effectivement et ainsi transporter beaucoup de choses contre différents types de mécanismes, mais je n'ai pas du tout envie de parler d'armement. On peut tout faire, vraiment tout ce qu'on veut. Bon, sur cette note positive, les questions sont terminées,
les amis. S'il vous reste des questions, posez-les, on vous montrera. Si vous êtes un client potentiel et que vous roulez probablement en véhicule blindé et que vous avez les moyens de financer la création d'un dirigeable spécialement protégé, faites-nous un clin d'œil. On le développera spécialement pour vous. Bon, il me semble que les questions sont terminées. Je vais quand même refaire un tour rapide, et s'il n'y en a pas de nouvelles, on va conclure. En tout cas, ça fait déjà 1h30 que notre webinaire dure. Laisse-moi prendre un instant pour jeter un œil attentif et approfondi sur la situation actuelle. Il y a, bien sûr, une multitude de nouvelles informations et de développements récents, mais je pense que cette quantité est amplement suffisante pour le moment. Je lis ici, on adopte toutes sortes de normes internes rigoureuses et des directives précises, on modifie divers processus organisationnels existants et des procédures établies avec soin, et on lance de nouveaux développements significatifs avec la production effective et la mise en œuvre. Tout avance en réalité, mais lors du tout dernier webinaire, j'ai clairement expliqué où en étaient précisément les choses. Je pourrais faire une mise à jour complète des statuts jeudi prochain, donc nous allons accumuler de nouvelles informations très importantes concernant la production et les assemblages. Eh bien, on les préparera alors pour le prochain webinaire. Il faudrait un peu plus de volume, c'est ce qu'on écrit dans le chat déjà au tout début. Les gars, il me semble qu'on avait corrigé ça. Parfait, bon, c'est tout alors, les amis. Restez à l'affût des actualités, attendez la sortie de la vidéo sur le laboratoire, de nouvelles vidéos vont bientôt arriver. Même si on l'appelle communément le laboratoire, en réalité, il se trouve que cette division que nous appelons laboratoire fonctionne en ce moment plutôt comme une véritable unité de production expérimentale chez nous, au sein même de notre organisation. Par exemple, à Liubertsi, chez Rousseland, ils ont un atelier mécanique très bien équipé. Là-bas, ils fabriquent les structures porteuses de l'empennage. Tout cela, c'est absolument formidable. Et, par exemple, les petits appareils, les cartes, les systèmes d'alimentation électrique, l'ordinateur de bord lui-même, les petits mécanismes rotatifs et tout le reste, tout ça est fabriqué ici, bien sûr. Donc ce n'est pas vraiment un laboratoire, je ne sais même pas, c'est plutôt une petite production expérimentale et, en parallèle, un laboratoire. Et là aussi, il y a des nouveautés. Ceux qui ont suivi ont vu ce qu'Artium faisait au début et disait « Bientôt, on va lancer ». Ce « bientôt » est enfin arrivé. Attendez-vous à des vidéos. On lance la branche scientifique de façon active. Le contenu est en préparation? Oui, restez connectés, ça va être intéressant. Bon, salut à tous. À bientôt.